Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi avec énormément de plaisir de vous proposer ma review de l'épisode 55 de l'anime Boruto. Un épisode, vous l'entendez sûrement ma voix, qui était vraiment énormissime et très jouissif, même dans cette série anime Boruto. Alors je sais pas, peut-être que ce que je vais dire, vous allez le prendre comme un point négatif, mais en tout cas pour moi c'était quelque chose de très positif quand l'on regarde d'où l'on vient avec cette série, qu'on regarde un petit peu dans le rétro ou qu'on tourne la tête, tu vois, on voit ce à quoi on a eu droit. Là, on avait un épisode qui m'a mis dans l'ambiance à la Naruto Shippuden. Un truc qui me plongeait dans l'ambiance un petit peu, et pas Naruto Shippuden la fin, je sais qu'elle est beaucoup décriée. Vraiment, genre au milieu, tu vois, les périodes Akatsuki, les périodes où Sasuke partait de son côté foutre le bordel. Un petit peu cette ambiance-là. Alors je vous vois déjà venir, vous allez me dire, ce qu'on attend de Boruto, c'est pas de faire du Naruto Shippuden, mais de proposer une nouvelle expérience. Vous avez 100% raison. Mais en épisode 55, voir ça enfin arriver, voir l'intrigue enfin se lancer, certes, elle existe déjà en film, mais ça a été largement sublimé ici, et pas comparé au film, franchement, rien à voir. Ça reste quand même à mes yeux un extrêmement gros point positif. Petite info vite fait les devins, j'ai pas oublié la review Captain Tsubasa, elle arrive, ça a du retard, vous avez remarqué les reviews un petit peu de retard cette semaine, mais tout est prévu. Mais sinon, je poursuis sur cette review Boruto, en vous rappelant l'information, c'est que la semaine prochaine, l'épisode 56, n'aura pas lieu le mercredi, il aura lieu le jeudi. Et l'heure, je ne sais pas si ADN a déjà proposé une nouvelle horaire de diffusion, mais bon, l'horaire aussi va changer. Donc ça sera décalé de 24 heures et l'horaire, j'en sais rien pour le moment, mais voilà, ça va changer. Et cet épisode était vraiment magnifique. Alors bien sûr, Otsutsuki, tout ça on va en parler. Cet épisode frôlait à mes yeux avec la perfection. Mettez de côté le fait qu'il existe déjà dans le film et tout ça, on a compris, je le répète depuis des mois, on se le répète vous et moi en zone commentaire à chaque fois depuis des mois ou des semaines, on a compris. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il manquait à cet épisode-là? Sincèrement, pas grand-chose. Le plan technique, c'était superbement réalisé, l'animation, les dessins, la musique aussi, tout était très bien choisi, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et au niveau de l'intrigue proposée et du storyboard un petit peu général, de la manière dont on nous a emmenés dans cet épisode-là, c'était quasi parfait. La seule chose que j'aurais pu un petit peu plus demander, c'est légèrement plus d'action, légèrement plus de combat. Mais en même temps, le fait qu'il n'y en a pas eu plus, ça se comprend, parce que bon, déjà le seul combat que l'on pouvait espérer de l'épisode, c'était le Hachibi, enfin Killer Bee, contre Momoshiki. Et bon, j'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard, mais c'est normal au final que ça n'ait pas duré longtemps, même si c'était frustrant, tout simplement parce que c'est un petit peu comme dans DBS, t'as le combat Hit Jiren et t'as Jiren qui défonce Hit rapidement. Eh bien, il fallait que Momoshiki défonce Killer Bee, et qu'il le fasse rapidement, pas en galérant, il fallait nous montrer la supériorité de ces êtres-là, et qu'au final, ils vont nous faire limite oublier Kaguya. Il fallait qu'on en arrive là. Et malheureusement, des personnes, des bonhommes que l'on peut se permettre d'éliminer rapidement, même si Hachibi n'est pas mort, hein, mais bon, vous m'avez compris, à qui on peut se permettre de faire ça, il n'y en a pas des masses en fait, tu vois. Il fallait taper sur du Gaara, des choses comme ça. Gaara va être important pour la suite, donc on ne peut pas forcément faire ça maintenant sur lui. Et d'ailleurs, Gaara avait quand même déjà pris cher, hein, il est quand même mort hein, dans Naruto Shippuden. Mais sinon, je vais en parler un petit peu rapidement. Autre chose dans l'épisode, avant de parler des Otsutsuki, eh bien la relation Sasuke-Boruto, on a vu un petit peu plus le développement du personnage de Boruto. Je crois que je viens de dire Sasuke-Naruto, Sasuke-Boruto, pardon, si c'est le cas. Le fameux faux entraînement, etc. Bon, je vais pas m'étaler sur ça, vous avez compris, la technologie c'est pas bien, la technologie ça va tuer les ninjas. Mais en même temps, la technologie ça peut aider dans certains cas, en gros c'est ça. Et d'ailleurs, vous pouvez transposer le message de cette série Boruto sur notre société. Les technologies sont en train un petit peu de nous dévorer, pareil que dans ce monde ninja. Au final, vous pouvez y réfléchir de la même manière. Pourtant, il y a très peu de monde qui serait capable de se séparer de leur PC, leur console, leur téléphone, tu vois. C'est un peu pareil, je pense que ça va faire le même cercle vicieux dans ce monde de Naruto et dans lequel Boruto vit. Donc, mis à part ça, j'ai beaucoup aimé la relation entre les deux. Ça se voit que Sasuke est loin d'être un bon père. En tout cas, qu'il est loin de mener de bonnes et profondes relations émotionnelles et humaines avec sa fille et sa femme. Et ça, c'est clair et net, ça se sent. Mais il essaie quand même de tisser un petit quelque chose avec Boruto. Cet enfant est un petit peu spécial à ses yeux. Peut-être qu'il lui rappelle un petit peu de lui, sans forcément le vouloir. Boruto est loin d'être une copie conforme en fait de Sasuke jeune, mais bizarrement, il y a un petit truc, tu vois. Et puis aussi, c'est assez drôle de voir Sasuke éduquer Boruto dans le sens, ton père, il est pas si mauvais que ça. Il lui dit pas, ton père, fallait lui casser la gueule, tu vois, c'est pas ça le message. Alors que pourtant, c'est ce que Sasuke voulait faire il y a bien longtemps. Enfin, il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, mais bon, depuis bien longtemps en tout cas. Donc il y a eu quelques phrases intéressantes de la part de Boruto et tout ça, on comprend qu'il évolue, même si il évoluera bien à la fin de l'arc pour le moment. Ça va évoluer par petites touches, mais on sait très bien que la rivalité Boruto-Naruto va continuer. Cette rivalité n'a aucun sens et n'existe pas, car Naruto ne se sent pas rival avec son fils. Mais c'est dans la tête de Boruto que c'est turbulent, tu vois, et c'est là-dedans qu'il va devoir que ça se résout. Autre bon point, et dans cet épisode-là, pour parler encore une fois de Sasuke, le fait que Sasuke soit à la maison, bon, il est un peu plus dehors à entraîner Boruto qu'autre chose, mais il est quand même là.
et on voit l'effet positif que ça peut avoir sur sa fille Sarada et sur sa femme Sakura, on voit un petit peu que voilà, ça change tout. C'est pas le fait qu'il soit le pilier de la maison, parce que la maison elle tourne bien. Sakura s'en occupe assez bien toute seule, même si elle peut être très fatiguée et tout ça, ça marche bien. C'est pas ça le truc, c'est le fait que il fait partie de la famille, pourquoi est-ce qu'il est pas là? Et une fois que ce médaillon de la chaîne est ramené, ça fonctionne, et ça c'est intéressant à voir. Et puis quand tu as connu la série Naruto depuis le début, ça fait toujours chaud au cœur de voir ce genre de scène, là j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Alors ensuite on a eu la petite phase avec Sarada et le groupe de Iwabe. Oh sincèrement j'ai pas forcément spécialement besoin de vous en parler. Après il y a la phase avec Sumire. Alors j'aimerais beaucoup vous en parler, parce que si vous avez lu le manga, vous savez de quoi je parle. Si vous avez pas lu, vous savez pas, mais malheureusement je peux pas vous spoiler. Et on sait, voilà, je vais pas en dire trop, mais qu'il va se passer un truc par rapport à Sumire dans le manga plus tard. Et je peux pas en révéler plus. Donc voilà, ceux qui lisent, je sais ce que vous savez, mais malheureusement je peux pas détailler plus, mais c'est quand même intéressant qu'on sent que des choses peuvent se poser, des toutes petites briques, des messages un petit peu implicites et cachés, par rapport à ce qui va se passer avec elle. Alors ça n'avait pas une énormissime importance, mais j'ai beaucoup aimé aussi l'entraînement du trio Ino-Shikasho. C'était cool, et puis voilà, le trio Ino-Shikasho, c'est un trio qu'on a appris à aimer au fil du temps, c'est pas le trio que tu adores dès le départ, c'est au fil des années de visionnage, de lecture de Naruto Shippuden, et que tu as pu aimer ce type de trio-là, parce que c'est un trio qui se transmet au final de père en fils, de mère en fille ou de père en fils, ce que vous voulez, et on voit qu'au final ça fonctionne à peu près comme avant, sauf que bien sûr, on a rétrogradé. C'est plus le trio des parents, là, Shikamaru, Ino, et le bon vieux Shoji, tu vois, c'est plus, voilà. Mais ils peuvent pas, à leur âge, être aussi performants que leurs aînés, c'est clair et net. Et c'est drôle en plus de voir que c'est Temari, ancien ninja de Suna, qui s'est marié avec Shikamaru et qui est donc en train de faire l'entraînement de son propre fils. Il y a pas mal de symbolique là-dedans qui est cool à voir encore une fois. En plus, on se rappellera que Temari a combattu Shikamaru dans l'examen Chunin. Elle a dû faire face à cette technique d'ombre. Donc l'avoir esquivé l'ombre et tout, forcément il y a un petit... C'est pas du fanservice, ça c'est juste logique en fait que ça se passe comme ça. Mais ça fait quand même un petit truc dans la tête, tu vois. Donc dans cet épisode-là, j'ai beaucoup aimé comment tout ce petit monde a pu s'organiser, l'examen Chunin qui arrive, chacun qui monte son papier d'admission, machin, Mitsuki qui apparaît rapidement, et ensuite les devins, on en arrive forcément chez les Otsutsuki, qui était une des meilleures parties, en tout cas la plus grosse partie de l'épisode et sûrement la plus intéressante. Alors, on est retourné dans ce monde des Otsutsuki, et en revisionnant l'épisode de la semaine dernière, et en voyant celui-ci, je me suis dit un truc. Parce que la semaine dernière, rappelez-vous, quand il y avait Sasuke qui est parti dans une dimension de Kaguya ou je sais pas quoi, dimension Otsutsuki, il s'est retrouvé dans une espèce de temple, il a récupéré un parchemin, et il y avait une statue. Cette statue ressemblait beaucoup à Kaguya, je trouve, mais celle-ci est un petit peu différente. Est-ce que l'on n'aurait pas ici le tout premier des Otsutsuki, le roi Otsutsuki, le Otsutsuki originel pour parler en langage Saiyan, le Saiyan originel pour ceux qui connaissent DBS? Est-ce que ça ne serait pas lui? Et si c'est lui, est-ce qu'on va nous le ressortir? Franchement, je trouve que ça ferait beaucoup de gars du passé qui se ramènent pour taper la nouvelle génération. Aussi cool que ça soit, parce que ramener les anciens maîtres, c'est toujours un truc qui marche. C'est un effet scénaristique qui marchera à vie, tu vois, ça va jamais s'estomper. Mais quand même, par moment, on peut un petit peu s'en lasser, surtout quand on vient déjà de l'utiliser, en termes de dynamique de scénario. Et ça, avec Kaguya, on vient de le refaire, c'est une menace ancestrale, même si Kaguya est gentil à la base, mais qu'on a ramené. Madara, machin, ils sont tous revenus, donc c'est bon, arrêtez de revenir, faites des nouvelles menaces. Kawaki est un bon exemple de nouvelle menace, qui est mystérieuse, dont on ne connaît rien, donc on peut pas juger s'il est bien ou pas, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on tente. Et bon, nous teaser ce fameux premier Otsutsuki hypothétique, c'est cool, je vous l'ai dit, ça marche, mais attention à ce qu'ils peuvent en faire. À la limite, même si c'est vu et revu, je préférais que un des nouveaux Otsutsuki ou je ne sais pas qui puisse dans les pouvoirs de ce gars-là et il se les approprie plutôt que de le ramener lui aussi, même si ça serait malgré tout ultra cliché. Enfin bref, on est dans cette espèce de réunion de famille. On peut pas vraiment savoir s'ils sont tous de famille, mais en tout cas vous savez qu'il y a un lien. Si vous avez vu le film et le manga, vous savez qu'il y a un lien entre Momoshiki et Kinshiki. Par contre, par rapport à Urashiki, c'est bien plus compliqué. Mais il faut analyser un petit peu sa manière de parler. Vous avez remarqué que durant cette discussion-là, eh bien le but c'était de nous montrer Urashiki qui faisait un petit peu son rapport. Alors première chose avant que j'oublie, c'est que dans son rapport, il n'a pas du tout parlé de sa rencontre avec Toneri. Je pense que c'était limite le truc le plus important à dire. Il a quand même été sur la Lune, parlé à Toneri, et pas que lui parler. Il l'a congelé dans le gel du temps, un truc comme ça. Pourquoi n'en a-t-il pas parlé ici ? C'est un petit peu bizarre, j'ai l'impression que Urashiki veut se démarquer de ce groupe-là, et il n'y a pas de preuve qui vient le confirmer, mais quand vous regardez sa manière de parler, il s'est présenté face à Toneri,
en l'appelant Seigneur Toneri, je crois, Toneri-sama de mémoire. Et on s'est rendu compte au final que c'était juste un ton sarcastique, limite ironique, et qu'au final il a fini par fracasser la gueule de Toneri. Il a dit que par rapport aux règles de son clan, il ne pouvait pas le tuer, mais bon, il l'a quand même massacré. Et là, il se répète un petit peu le même scénario, les deux se rencontrent, enfin les trois, Kinshiki, Momoshiki, Urashiki. Et entre Momoshiki et Urashiki, alors on se parle mais c'est plutôt tendu. Déjà Momoshiki n'a pas l'air très accueillant avec Urashiki, alors que vous avez vu que Momoshiki, il parle plutôt correctement à Kinshiki. C'est pas exactement la même chose. Donc on a l'impression déjà d'être dans une réunion de famille où tu peux pas te blairer ton oncle ou un truc comme ça, tu vois, mais tu lui parles obligé. Déjà. Et deuxième chose, Urashiki fait la même chose qu'avec Toneri. Il lui dit au début Momoshiki Senpai. Senpai, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un petit peu comme sensei, du genre maître, tu vois, mais peut-être un petit peu plus respectueux. Sauf que la discussion est vraiment très très froide, et une fois que Momoshiki se casse dans cette dimension aux environs de la Terre, eh bien là il y a Urashiki qui parle, et qui là parle complètement différemment. Déjà Momoshiki il l'appelle Momo, il l'appelle Momo-chan. Alors Chan, vous savez sûrement que c'est très familier comme suffixe, je sais pas comment on appelle ça chez les japonais, Sakura-chan, etc. Voilà, c'est quelque chose vraiment de très familier, et c'est quelque chose que tu dirais plus pour quelqu'un que tu connais, et souvent pour quelqu'un d'un petit peu plus jeune que toi, par exemple pour ton petit frère ou quelque chose comme ça. Donc est-ce que Urashiki ne serait pas le grand frère de Momoshiki, et celui-ci ne pourrait pas se le blairer? C'est un petit peu bizarre que le petit frère parle comme ça au grand frère, surtout vous avez vu, il a fait des espèces un petit peu comme les veines du Byakugan et tout ça, et Urashiki avait l'air de le craindre. Et preuve que Urashiki le craint, c'est que Urashiki n'a pas parlé sur ce ton-là, il n'a pas appelé Momo-chan devant lui, il a attendu qu'il parte. Ça veut dire que pour le moment, Urashiki n'a pas les moyens de la faire à l'envers à Momoshiki. Pour le moment, on attend ce Urashiki comme une menace à battre de la part de la team Boruto et tout ça. Il se peut que ça devienne aussi une menace à taper à l'intérieur du clan Momoshiki. Il se peut même qu'il y ait un affrontement entre Momoshiki et Urashiki. Ça expliquerait un petit peu comment clôturer l'arc sans trop dévier par rapport au film ou au manga. Je m'explique. C'est-à-dire que dans le manga, bien ça suffisait largement d'avoir Momoshiki et Kinshiki, et l'arc se suffisait à lui-même. Donc pourquoi rajouter un Urashiki? Et comment clôturer l'arc, pour ceux qui connaissent la fin, avec un troisième, sachant que Momoshiki et Urashiki vont énormément occuper notre team Boruto-Naruto. Donc qui va s'occuper d'Urashiki? Ben quoi de mieux que de les faire se taper l'un contre l'autre, une fois que Urashiki aura peut-être suffisamment récupéré d'énergie, surtout s'il est son grand frère. Je pense que ça doit lui faire chier que le petit frère soit si puissant, ou commande, ou tu vois, je pense qu'il y a un délire comme ça. Je ne peux pas vous garantir qu'il y aura un affrontement, mais je pense qu'il y aura quand même un minimum de rivalité entre les deux. Et puis voilà, le fait que Urashiki ne dise pas qu'il a été congelé Toneri, ben peut-être que Toneri n'aurait pas arrangé ses propres plans à lui, Urashiki. Alors Toneri n'aurait pas arrangé les plans tout court de Momoshiki et tout, mais peut-être c'était encore pire pour Urashiki, il fallait pas qu'il soit là. Deuxième chose aussi les devins par rapport à ça, juste avant que Momoshiki se retrouve sur Terre, eh bien Urashiki dit un truc du genre, il est toujours aussi aimable ce Momo-chan. Donc ça c'était bien sûr sarcastique en voulant dire qu'il parle toujours aussi mal, tu vois, qu'il a un langage toujours aussi déplaisant en faisant une espèce de sourire un petit peu maléfique. On dirait les théories sur le Daishinkan est méchant. Eh bien, ça me fait penser qu'il y a un passé justement qui les unit, voilà pourquoi je me penche un petit peu plus sur la thèse du frère de Momoshiki, surtout si vous connaissez le lien qui unit Kinshiki à Momoshiki, ça ne vous étonnerait pas, vraiment pas du tout que les deux, Urashiki et Momoshiki, soient frères. Donc justement un espèce de passé qui les unit, et quand on en revient une dernière fois sur la discussion Urashiki et Toneri, eh bien on nous a parlé de branche principale et branche secondaire du clan Otsutsuki. On n'en sait pas grand chose de ça, et ça fait forcément penser au clan des Hyuga, et la fameuse rivalité qu'il pouvait y avoir entre la branche principale de Hinata et la branche secondaire de Neji. Sachant que vous savez maintenant qu'il y a un lien, tout est lié, tu vois, Sharingan, Byakugan, Rinnegan, Otsutsuki, il y a un lien dans tout. Donc si les descendants que sont les porteurs du Byakugan, les Hyuga, ont une branche secondaire et principale, pourquoi pas la branche au-delà, tu vois, au-dessus quoi. Pourquoi pas ce que les mecs à l'origine de tout ça n'auraient pas eux aussi une branche principale et une branche secondaire, et que l'un des deux fasse partie de l'un ou de l'autre. Donc ça ferait un petit peu répétitif, mais si Momoshiki ou Urashiki viennent de l'un ou l'une des branches, et peut-être que l'un a été adopté de l'une ou l'une des branches, peut-être qu'ils sont pas forcément des frères directement, mais que c'est une adoption, ça ferait un petit peu redondant du conflit des Hyuga, mais c'est eux qui sont à l'origine des Hyuga, des Sharingan, de machin, de tout ce que tu veux, donc pourquoi pas. Et puis là, ça, on ne tiendrait pas sur ce délire-là pendant 25 millions d'arcs. Le temps d'un arc, on réglerait ces conflits internes. Ça va pas durer des millions d'années, ce conflit entre les deux branches. Donc en tout cas, je pense que ça pourrait être très intéressant de le développer comme cela. Ensuite, les devins, et enfin, avec une petite transition chez Naruto, Kakashi qui était intéressante, j'ai pas grand chose à vous en dire, mais c'était intéressant à voir, ça fait monter la tension, donc storyboard plutôt bien géré, et la confrontation alors entre Killer Bee et Hachibi,
contre Momoshiki. Kinshiki est là, mais juste il regarde. Et bon, déjà, c'est du gros délire parce que t'as Killer Bee qui se fait attaquer par un être quasi divin, un dieu quoi. Et t'as le mec qui lui rappe à la gueule, tu vois. Déjà, ça, c'était super drôle, mais en même temps, c'est dans la nature pile du personnage de Killer Bee. Son design vous fera forcément penser aux 2 précédents Raikage. Il a encore plus évolué sous cette forme-là, cette forme apparence physique, tout court. Et bon, il n'y a pas grand-chose qui se dit. Alors, dans la discussion précédente avec Urashiki, on nous parle des Jinchuriki, les bijoux, il faut rassembler le chakra. L'arbre divin a été divisé. Vous connaissez déjà l'histoire, je pense, les devins. Et donc, cette fois-ci, on repart. Ça fait un petit peu redondant d'Akatsuki. À une quête aux bijoux, il faut les capturer, faut récupérer tout le chakra, tout ça. Bon, on a déjà vu ce type d'histoire à de nombreuses reprises, même durant la guerre, il y a tout le monde qui voulait prendre les bijoux de chaque côté et pomper le chakra. On le refait encore une fois, mais en même temps, ça correspond à ce que Kaguya devait faire. Rappelez-vous que Kaguya, à la base, elle est gentille, elle a fui son clan, et la suite des événements a fait qu'elle est devenue ce qu'elle est devenue. Mais si elle a fui son clan, c'est pour une bonne raison, c'est que chez les Otsutsuki, il se tramait des choses assez graves. Peut-être même celui que l'on voit en statue, l'espèce de Otsutsuki de base, tu vois, le fondateur, peu importe, appelez-le comme vous voulez. Je sais pas si dans un guidebook il appelle pas le roi Otsutsuki, mais je suis pas sûr. Donc il se peut vraiment que l'on puisse faire des liens entre un petit peu tous les éléments que je suis en train de détailler depuis tout à l'heure, que tout forme un seul bloc dans le scénario, et ça serait très intéressant et même intelligent comme cela. Alors au final, ce combat, je vous l'ai dit en début de review, j'ai donné la solution, c'est normal qu'il durait aussi peu, même s'il était frustrant, tout ça pour nous montrer cette supériorité face à laquelle on ne peut rien faire des Otsutsuki et nous montrer quelles menaces ils peuvent représenter. Est-ce que Killer Bee ou Hachibi sont morts? Non. Pour moi, c'est clair et net que non. Et en plus, une des preuves que l'on peut en avoir dans cet épisode-là, c'est que quand Momoshiki regarde la quantité de chakra dans sa main qu'il a pu récupérer, il dit quoi? Il en a si peu? Alors d'accord, Hachibi est inférieur à Kyuubi, donc Kyuubi devrait leur en fournir plus, mais Momoshiki s'en est réellement étonné. Donc je pense vraiment que la partie qui manque, et que Momoshiki aurait pu avoir plus, s'il avait capturé globalement, totalement en fait, eh bien Killer Bee Hachibi, enfin surtout Hachibi, sauf que ça n'est pas le cas, et qu'il y a sûrement une arnaque un petit peu comme quand Sasuke faisait partie de l'Akatsuki. Avec bien sûr le petit retour encore une fois ici de Urashiki que vous aurez sûrement remarqué, sa manière de parler encore très sarcastique, on va pas revenir dessus. Donc une phase cool et intéressante mais aussi courte que intense en fait, et Hachibi n'aura rien pu faire face à lui, vous avez vu. Et la dernière phase importante de cet épisode-là, parce que je vais plus reparler de Sasuke et Boruto, c'est bon, on en a parlé, on a compris, c'est la phase avec Gaara. Il est clairement établi très rapidement dans ces épisodes que Shinki a été adopté par Gaara, chose qui n'était pas bien claire, rappelez-vous à l'époque, manga et tout ça, c'était pas d'une pure clarté, surtout selon les traductions que vous pouvez y choper. Bon, ce personnage de Shinki, toujours aussi classe, sincèrement à mes yeux, j'espère que l'on aura un jour quelques minutes, et allons même jusqu'à rêver voir un épisode de background sur ce personnage-là. Et puis la symbolique est forte là aussi. Gaara, qui s'est fait maltraiter par son père, qui a été pris pour un con, et pas que ça. Quand il était tout petit, le voir adopter un enfant, c'est limite encore plus joli que de le voir se marier, tu vois. C'est fort, tu vois ce que je veux dire comme message. Mais quand même, j'aimerais comprendre, parce que je pense que Gaara n'a pas adopté Shinki pour rien. Je pense pas qu'il a pris le premier venu, et je pense pas qu'il a fait du favoritisme. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans son histoire qui l'a lié, ou qui a été très touchant pour Gaara, qui lui a rappelé quelque chose en Shinki ou quelque chose comme ça, et du coup, il s'y est attaché. C'est comme ça que ça marche dans le monde des ninjas. Et je pense pas prendre trop de risques, que justement on aura un épisode dédié à cela, ou une partie d'épisode. Et pour vous laisser dans cette review là les devins, eh bien la prise de contact entre Ichibi et Gaara. Je pense que c'est clair et net, mais je préfère le préciser, Gaara n'est plus un Jinchuriki. Gaara est en lien avec son bijou et probablement les autres encore. Rappelez-vous, même dans cet épisode, le Ichibi a bien dit qu'il avait perdu son lien avec Hachibi, Killer Bee machin, mais qu'il l'a toujours avec Naruto, donc il y a cette espèce de connexion qui se fait entre tous, suite aux événements de fin de guerre et tout ça. Et j'ai vraiment adoré cette intervention parce que Gaara l'a appelé mon ami, parce que l'autre il était toujours très moqueur et tout ça, mais il était cool avec Gaara alors qu'il faisait la misère avant. Il est carrément venu le prévenir, il lui a dit écoute, fais ce que tu veux de ces infos, mais je viens te le dire. À l'époque, il aurait jamais rien dit, d'ailleurs ils étaient même pas connectés. Et ça encore une fois, en termes de storyboard, c'est quelque chose qui fait monter la tension, mais un truc de fou. Donc c'était vraiment superbement réalisé, superbement bien pensé, vraiment très au-delà de la qualité du film, voire même du manga. Pour moi, c'était largement au-dessus. La même chose, mais tellement meilleure que ça passait crème. Du coup, j'espère qu'il en est vraiment de même pour vous. La hype Boruto est devenue réelle. Les choses se lancent pour de bon, et espérons qu'il en sera de même après cet arc Momoshiki. C'est là où il va vraiment falloir marquer le coup, aux côtés de cet animé-là. On va vraiment les attendre au tournant avec ça. Je vous remercie tous énormément pour tous les soutiens que vous m'apporterez. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour les prochains arts divinatoires.